Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue dans cette dernière vidéo de la correction du test psychotechnique pour la préparation en concours du COP. Cette partie contient les 10 dernières questions du concours de l'année précédente. Puisque ces questions ne nécessitent pas trop de réflexion et trop de calcul, alors on va passer directement à la correction. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. Bon courage pour tout le monde. Question 51. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond au programme qui gère le stockage des fichiers sur un ordinateur. Est-ce que c'est A, le navigateur de fichiers, ou bien B, le browser de fichiers, ou bien C, l'explorateur de fichiers, ou bien D, le système de fichiers? La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire l'explorateur de fichiers. Normalement, quand on ouvre un dossier en général, il s'ouvre dans une fenêtre. Ce programme qui permet de gérer ces dossiers dans cette fenêtre, il s'appelle l'explorateur de fichiers. Si on fait une recherche dans les programmes sur explorateur de fichiers, le voilà. Si on l'ouvre, il s'ouvre comme un dossier. D'accord? Comme la fenêtre d'un dossier. Il se compose de deux parties principales. À gauche, nous avons les dossiers qui se trouvent sur notre ordinateur. Ils sont organisés d'une manière arborescente. D'accord? Et à droite, il y a le contenu du dossier sélectionné. Par exemple, ici, je sélectionne ce dossier. Voilà son contenu. Si je sélectionne ce dossier, voilà son contenu. Ce programme qui permet de gérer les fichiers et les dossiers, bien sûr, sur notre ordinateur, il s'appelle l'explorateur de fichiers. Question 52. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui correspond à la signification du classeur Microsoft Excel. Donc, c'est quoi un classeur Microsoft Excel? Est-ce que c'est un fichier de traitement de texte? Réponse A. Ou bien un tableau de données? Réponse B. Ou bien une liste composée de plusieurs cellules? Réponse C. Ou bien un ensemble de feuilles de calcul? Réponse D. La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire un ensemble de feuilles de calcul. Donc, un fichier d'un tableur en général s'appelle un classeur. Et Microsoft Excel, bien sûr, c'est un tableur. Donc, un fichier Excel s'appelle un classeur. Et un classeur se compose de plusieurs feuilles de calcul. Ici, nous avons deux feuilles, feuille 2, feuille 1, et nous avons d'autres qui sont cachées ici. Et donc, chaque classeur est composé de plusieurs feuilles de calcul. Donc, un classeur Microsoft Excel, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Pour plus d'informations et d'explications, je vais vous laisser une vidéo en bas de l'écran, dans la description ou bien dans les commentaires, qui vous explique les bases de Microsoft Excel et spécialement la fenêtre de Microsoft Excel, les composants du classeur Microsoft Excel. Question 53. Dans une feuille de calcul Microsoft Excel, les données sont stockées dans quoi? Dans des cellules? Réponse A. Dans des onglets? Réponse B. Dans des fonctions? Réponse C. Ou bien dans des zones de texte? Réponse D. La bonne réponse à cette question, c'est quoi? Bien sûr, c'est la réponse A. Ça veut dire dans des cellules. Nous avons vu dans la question précédente qu'un fichier Excel s'appelle classeur. Chaque classeur se compose de plusieurs feuilles de calcul. Et chaque feuille de calcul, c'est un grand tableau qui se compose de plusieurs colonnes, la colonne A, la colonne B, la colonne C, et de plusieurs lignes, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc. L'intersection de chaque colonne et chaque ligne s'appelle une cellule. Donc, chaque case, c'est une cellule et les données sont stockées dans ces cases-là. Et donc, la bonne réponse à cette question est A. Vous allez encore trouver plus d'explications dans la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire. Passons maintenant à la question suivante. Question 54. Dans Excel, la coordonnée de la troisième case en largeur et la sixième en hauteur est indiquée parmi les propositions A, B, C et D, celle qui remplit les pointillés. Est-ce que la coordonnée de cette case-là s'appelle 6C? Réponse A.
ou bien 3C, réponse B, ou bien C3, réponse C, ou bien C6, réponse D. La bonne réponse à cette question est D, ça veut dire C6. Pourquoi? La coordonnée de la troisième case en largeur. En largeur, ça veut dire horizontalement. Voilà la première case, la deuxième case, la troisième case. Donc la troisième case appartient à la colonne C. Appartient à la colonne C. Donc on utilise la coordonnée C. Encore la sixième en hauteur. La sixième en hauteur. En hauteur, ça veut dire verticalement. Donc la case 1, la case 2, la case 3, la case 4, la case 5, la case 6. Donc c'est la sixième case. Donc la sixième case en hauteur appartient à la sixième ligne. Donc c'est la coordonnée 6. Donc voilà la case qui est la troisième en largeur et la sixième en hauteur. Et donc c'est la colonne C et c'est la ligne 6 et donc c'est la cellule C6. D'accord? Dans Microsoft Excel, chaque cellule il a une adresse. On écrit la lettre de la colonne qui contient cette cellule et on ajoute à droite le numéro de la ligne qui contient cette cellule. Et donc, la bonne réponse à cette question est C6, ça veut dire la réponse D. Encore, il y a d'autres explications dans la vidéo qui se trouvent dans la description et dans le premier commentaire. Question 55. Pour faire un calcul dans Excel, on commence la cellule par indiquer parmi les propositions A, B, C et D, celle qui remplit les pointillés. Est-ce qu'on commence par égal, égal, la réponse A, ou bien un seul égal, la réponse B, ou bien égal X, la réponse C, ou bien X égale, la réponse D. La bonne réponse à cette question est B. Ça veut dire on commence un calcul par le signe égal. On va faire un petit exemple ici. Par exemple, nous avons un premier nombre qui est 256 que nous avons posé dans la cellule B2. Et nous avons un deuxième nombre qui est 4 que nous avons posé dans la cellule B4. Et on veut calculer la somme dans la cellule C6. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit utiliser ce qu'on appelle les formules de calcul. Et la formule de calcul commence toujours par le signe égal. Donc pour faire un calcul, on commence par égal. Le premier nombre, c'est 256, mais on n'écrit pas 256. Où se trouve 256? Dans quelle cellule? Il se trouve dans la cellule B2. Donc, égal B2. Plus le deuxième nombre, c'est 4. Où se trouve 4? Dans B4. Donc, égal B2 plus B4. Ça, c'est une formule de calcul. Et la formule de calcul commence par le signe égal. Et donc, la bonne réponse à cette question est B. Je vais vous laisser une deuxième vidéo qui vous montre plus d'explications sur le calcul dans Microsoft Excel avec les formules de calcul et avec les fonctions. Passons maintenant à la question 56. Le terme localisateur uniforme de ressources, URL, désigne, indiqué parmi les propositions A, B, C et D, celle qui remplit les pointillés. A, une unité de stockage sur Internet. Ou bien B, une adresse qui permet d'accéder à des pages web. Ou bien C, le World Wide Web, www. Ou bien D, un navigateur Internet. La bonne réponse à cette question, c'est quoi? C'est B, ça veut dire une adresse qui permet d'accéder à des pages web. Lorsqu'on écrit, par exemple, www.gmail.com, c'est quoi ça? Ça, c'est une adresse. Comment s'appelle cette adresse? Elle s'appelle une adresse URL. Donc, l'adresse URL ou bien l'URL, c'est quoi? C'est une adresse qui permet d'accéder à des pages web. U, c'est quoi? En anglais, uniforme. En français, uniforme. R, c'est quoi? Ressources. En français encore, c'est ressources. L, c'est locator. En français, c'est localisateur. Et donc, URL, c'est localisateur uniforme de ressources, qui est une adresse qui permet d'accéder à des pages web. Et donc, la bonne réponse à cette question est B. Question 57. Microsoft 365, c'est quoi?
Indiquez parmi les propositions A, B, C et D celle qui remplit les pointillés. A. Est-ce que c'est un ensemble de logiciels fonctionnant uniquement sur PC? Ou bien B. Une version de Microsoft Office étalée sur 365 jours? Ou bien C. Un service basé sur Internet associé à des logiciels performants et permettant de créer et de partager des documents en tout lieu et sur tout type d'appareil? Ou bien D. Un système d'exploitation de version 365. La bonne réponse à cette question, bien sûr, est C. Microsoft 365, c'est une série de logiciels reliés à Microsoft Office. Il contient les mêmes logiciels que Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, etc., etc. Mais elle utilise ce qu'on appelle le cloud ou bien un système de clouding. Ça veut dire qu'elle est basée sur Internet et on peut partager ce travail. Ça veut dire qu'on peut travailler avec plusieurs personnes sur un même document, sur n'importe quel type de système d'exploitation et sur n'importe quel type d'appareil et de système informatique. Et donc, la réponse correcte à cette question, c'est la réponse C. Question 58. Les listes ci-dessous donnent chaque fois 4 tailles du fichier. Indiquez parmi les propositions A, B, C et D celle qui est classée par ordre croissant. A, 627 octets, 235 kilooctets, 1,64 mégaoctets, 4,73 gigaoctets. B, 627 octets, 1,64 mégaoctets, 4,73 gigaoctets, 235 kilooctets. C, 1,64 mégaoctets, 1235 kilooctets, 4,73 gigaoctets, 627 gigaoctets. D, 2240 octets, 1,52 kilooctets, 1,25 mégaoctets, 3 gigaoctets. Quelle est la série qui est organisée par ordre croissant? La bonne réponse à cette question, c'est A. Ça veut dire la première série. Essayons de voir un peu d'explication. Nous avons ici un petit tableau qui permet de nous montrer la conversion entre ces unités utilisées ici. Donc la plus petite unité utilisée ici, c'est l'octet, qu'on peut remplacer par une autre unité qui s'appelle le byte. Et il y a une autre unité qui est plus petite qui s'appelle le bit. Un octet est égal à 8 bits adjacentes. C'est bien, on va pas entrer dans les détails. La plus petite unité utilisée ici, c'est l'octet. Après l'octet, nous avons KO, c'est kilo-octet. Après KO, c'est MO, c'est méga-octet. Après MO, c'est GO, c'est giga-octet. Kilo-octet est plus grande que l'octet. Pour passer de kilo-octet à octet, on doit multiplier par 1000. Le préfixe kilo dans le système international, c'est 1000 de l'unité principale. Ici, l'unité principale, c'est l'octet. Donc, KO, c'est kilo-octet, c'est 1000 octets. Donc, on doit multiplier par 1000. Pour passer du mégaoctet vers kilo-octet, on multiplie par 1000. Ça veut dire 1 mégaoctet est égal à 1000 kilo-octets. Pour passer du gigaoctet vers mégaoctet encore, on multiplie par 1000. Ça veut dire 1 gigaoctet est égal à 1000 mégaoctets. C'est bien. Essayons maintenant de voir pourquoi les autres B, C et D sont incorrects. Pour B, on remarque ici que 4,73 gigaoctets est plus grande que 235 kilooctets. Parce que 4,73 gigaoctets, c'est plus que 4 millions kilooctets. Et bien sûr, 4 millions est plus grande que 235. Et donc, c'est une fausse réponse. Pour C, on remarque que 1,64 mégaoctets est supérieur à 1235 kilooctets. 1,64 mégaoctets fois 1000, c'est 1640 mégaoctets. Et 1640 mégaoctets est supérieur à 1235. Et donc, c'est une fausse réponse. Ils ne sont pas organisés par ordre croissant. Pour D, on remarque que 2240 octets
est supérieur à 1,52 kilo-octets. Pourquoi? 1,52 kilo-octets fois 1000, c'est 1520 kilo-octets. Et 1520 kilo-octets est inférieur à 2240 octets. Et donc, c'est une fausse réponse puisque nous ne sommes pas organisés par ordre croissant. Et donc, la bonne réponse à cette question est A. C'est bien. Avant de passer à la question suivante, un petit aperçu sur ces unités de mesure de stockage. Il y a plusieurs personnes et plusieurs enseignants qui utilisent pour kilo-octet, ils multiplient par 1024, qui est égal à 2 à la puissance 10. C'est ce qu'on appelle un mésusage, ça veut dire une mauvaise utilisation, parce que dans le système international, SI, kilo signifie 1000. Ça veut dire 10 à la puissance 3. Et pour le différencier du kilo qui se trouve dans le système binaire, ça veut dire dans le système de calcul de l'ordinateur, on a introduit de nouvelles unités. Au lieu de kilo-octet, c'est préférable d'utiliser maintenant kibi-octet pour rester dans le système international. Kibi-octet, ça veut dire kilo binaire. Kilo binaire octet. Et kilo binaire, c'est 2 à la puissance 10. C'est elle qui est égale à 1024. D'accord? Donc, si vous trouvez dans d'autres explications que kilo-octet est égal à 1024 octets, c'est souvent utilisé, mais ce n'est pas tout à fait correct puisqu'il ne respecte pas le système international. Et au lieu de kilo-octet, on doit utiliser kibi-octet pour désigner 1024 qui est 2 à la puissance 10. Et ce que nous avons dit pour kilo-octet, il est valable pour mégaoctet, pour gigaoctet et pour les autres multiples de l'octet. Question 59. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez la forme géométrique qui correspond au point d'interrogation. Donc, quelle est la forme géométrique qui complète la série de ces formes? Est-ce que c'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D? La bonne réponse à cette question est C. Pourquoi? Ce n'est pas toujours facile de remarquer l'évolution, mais à force de faire des exercices, on peut arriver de plus en plus facilement à la réponse. On remarque ici que le nombre de traits augmente de 1 à chaque fois. Nous avons ici dans le premier combien de traits? 1, 2, 3. Dans le deuxième, 1, 2, 3 et 4. Dans le troisième, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le dernier, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici nous avons 3, 4, 5, 6 et dans la dernière il y a 6 traits. Donc à chaque fois on ajoute un trait. Essayons de voir est-ce que cette règle-là est valable pour la deuxième série. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, nous avons ici 3 traits, 4 traits, 5 traits. Et donc, le dernier doit contenir 6 traits. Pour A, il y a uniquement 1, 2, 3, 4 traits. Dans B, il y a 5 traits. Dans C, il y a 6 traits. Et dans D, il y a 8 traits. Et donc, la bonne réponse à cette question est C, puisqu'elle contient 6 traits et il complète la série. Question 60. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez la forme géométrique qui correspond au point d'interrogation. Cette forme-là, est-ce que c'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D? La bonne réponse à cette question est D. C'est cette forme géométrique-là. Pourquoi? Encore, c'est une question d'observation. Il est facile de remarquer qu'il y a toujours un axe de symétrie entre chaque deux formes géométriques semblables. Donc ici, entre ces deux disques, il y a un axe de symétrie. Entre ces deux triangles, il y a un axe de symétrie. Entre ces deux carrés, il y a un axe de symétrie. Et ici, on doit y avoir aussi un axe de symétrie, qui est la forme qui complète la symétrie du dernier cas. Bien sûr, c'est la forme D. Ces deux dernières questions sont basées sur l'observation et ce n'est pas toujours évident de voir
la relation logique entre ces formes géométriques. Heureusement, ces deux questions posées sont relativement simples, mais il y a des exercices et des questions de tests psychotechniques qui sont plus compliquées. Et pour arriver de plus en plus facilement à les résoudre, on doit bien sûr faire encore d'exercices parce que à force de forger, on devient forgeron. C'est bien, on arrive finalement à la fin de la correction de l'examen de l'année précédente. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre j'aime à la vidéo, à la partager et bien sûr d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention. À très bientôt.